Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors on dit que tous les chemins mènent à Rome. Dans le cas de Franck Ferrand, ils auraient plutôt tendance à le conduire à Versailles. Franck Ferrand nous présente cette émission en partenariat avec Le Point, un hors-série consacré aux derniers secrets de Versailles et en kiosque depuis le 7 juin. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Je vous concède que j'ai un petit peu tendance à sauter sur le moindre prétexte. Mais qu'est-ce que vous voulez? Après tout, c'est mon domaine de prédilection et Versailles se cache même là où on ne l'attendrait pas. Ainsi, demain, nous ferons l'émission en direct d'Arras, à l'occasion d'une grande expo sur les carrosses à Arras. Arras, pas facile. Eh bien, l'expo en question est réalisée en partenariat avec le château de Versailles. D'accord, donc on n'en sort pas. Vous souhaitiez nous parler aujourd'hui sur Europe 1 d'un musée dans le musée. Oui, ce sont des salles très attendues et depuis très longtemps qui vont être inaugurées après-demain à Versailles. Des salles dédiées à l'histoire même du château. Vous savez, Versailles ne s'est pas construit en un jour. Chaque époque y a mis sa pierre. Eh bien, pour la première fois, de façon lumineuse, on va enfin raconter aux visiteurs les différentes étapes de l'histoire du château et du domaine. Alors avant d'en parler avec Béatrix Saul en personne, je vous propose d'évoquer l'un de ses grands devanciers. Il s'appelait Pierre de Nolhac et Versailles lui doit énormément. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. « 1878, un jeune Auvergnat de 18 ans, il est venu à Paris une semaine pour les vacances. Ce jeune Auvergnat choisit de consacrer à Versailles sa dernière demi-journée. Je vais être franc, ce n'est pas tant le château qui attire ce jeune homme épris de poésie que la présence à Versailles du Sénat, et moins le Sénat lui-même que son bibliothécaire, le grand poète, le comte de Lille. Manque de chance pour ce jeune homme, le Sénat ce jour-là ne siège pas et le poète est introuvable. Il faut se contenter de Louis XIV, écrira-t-il. Le jeune homme parcourt donc le peu de salons qui à l'époque sont ouverts à la visite, des salons tout à fait déserts, sans aucun meuble, et puis il arpente les jardins avec un plaisir qui augmente d'heure en heure. Dans le cœur du promeneur, vous savez, il y a cette petite flamme qui vient de s'allumer, cette flamme que connaissent tous ceux que Versailles un jour ou l'autre a envoûté. Après un long détour par Trianon, il revient encore au tapis vert, il contemple les perspectives de le nôtre, bien décidé, écrira-t-il, à revenir. Il écrira ça dans ses mémoires, ayant savouré dans la solitude un des grands moments de sa vie, et le soir sur son carnet de voyage, il écrira à l'imagination pleine de toutes ces images. Ce qu'il y a de plus beau à Paris, c'est Versailles. Le jeune Auvergnat s'appelle Pierre de Nolhac. Or, il va tenir promesse. 9 ans plus tard, en effet, il sera de retour, qui plus est en tant que conservateur du musée, et son ambition unique, son ambition obsessionnelle, sera de redonner vie au grand château déserté. Nous sommes maintenant en 1887. C'est un grand savant, Gabriel Monod, qui va changer le destin de ce jeune homme en lui conseillant d'accepter un poste d'attaché de musée. Où ça ? Eh bien à Versailles, évidemment. Aujourd'hui, c'est le genre de poste très prestigieux, extrêmement convoité, mais à l'époque, autant vous dire que personne n'en voulait. En cette fin de siècle, Versailles sentait la poussière. Le château des rois n'avait pas encore fait peau neuve, et pour cause, il attendait Pierre de Nolhac. Le 21 octobre 1887, Pierre s'installe donc avec sa femme et ses enfants dans l'appartement qu'a libéré son prédécesseur dans l'aile sud des ministres, et très vite, le jeune attaché prend la mesure, des pesanteurs administratifs qui empêchent le musée de respirer. À l'époque, l'entretien courant des bâtiments ainsi que la gestion du personnel, tout ça relève d'une régie des palais nationaux. C'est une situation qui n'est pas propre à Versailles, mais qui anéantit l'autorité des conservateurs de musées. Une chance pour Nolhac, cette vieille survivance disparaît très peu de temps après sa nomination. Un décret de 1889 va supprimer la régie et transférer ses compétences au conservateur du musée. Seulement voilà, le principal conservateur, le supérieur hiérarchique de Pierre, s'appelle M. Charles Gosselin, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un foudre de guerre. Nolhac devait raconter beaucoup plus tard comment ce drôle de patron avait accueilli ses suggestions de jeunes fonctionnaires.
Nolak avait découvert par exemple dans les attiques, c'est-à-dire sous les toits, tout un mélange de chefs-d'œuvre et de croûtes, il faut bien le dire, qui s'entassaient loin des yeux du public. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire ? Avait-il demandé à son patron. On devrait peut-être présenter, sauver quelques morceaux de prix dans ces galeries. « Jeune homme, avait répondu Gosselin, ne vous emballez pas. Sachez bien que je n'ignore pas les richesses que nous avons là-haut, mais il n'est aucun moyen de les mettre en valeur. Alors croyez-moi, n'en ébruitons pas l'existence. Notre fonction est de les conserver, ce qui est d'autant plus facile qu'elles se conservent toutes seules. » Mais Nolak est sidéré. Enfin, dit-il, elles se conservent fort mal. Nos attiques sont peu chauffées l'hiver. Ils ont trop de chaleur en été. C'est la faute de Louis-Philippe et pas la nôtre, répond Gosselin. Il n'y a point de péril urgent et si je soulevais une question aussi grave, l'administration ne m'en saurait aucun gré. Alors, pas de zèle, jeune homme. Écrivez les livres sur Versailles qui vous plaisent et laissez en paix ce musée qui n'intéresse plus personne. Vous avouerez que la perspective n'est pas très enthousiasmante. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous sommes précisément sur Europe 1, au cœur de l'histoire du musée de Versailles, Franck. Alors puisque visiblement les initiatives de Pierre de Nolak pour rénover le musée de Versailles n'ont pas du tout l'assentiment de son supérieur hiérarchique, eh bien on va le voir refaire autre chose. Il se met à écrire, effectivement, à multiplier les articles dans diverses revues. On le voit fréquenter de plus en plus la bonne société parisienne qui est amusée par l'idée de pouvoir, grâce à lui, jeter de temps en temps un œil de privilégié sur ce musée d'un autre âge. Gosselin venant à mourir, c'est le jeune Nolak qui va être nommé conservateur en titre du musée de Versailles. À 33 ans à peine, il a maintenant les mains libres. Son vrai travail va pouvoir commencer. Alors Nolak attaque par les fameuses galeries historiques conçues par Louis-Philippe à l'emplacement des anciens appartements princiers. Son objectif, c'est de trier le bon grain de livret, de faire la différence entre la bonne pièce et la mauvaise. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne pièce aux yeux de Nolak ? C'est une œuvre originale, peinte ou sculptée par l'artiste à l'époque même du personnage ou de l'événement, et si possible d'après nature. C'est un critère qui va se révéler juste, un critère assez précis pour permettre un tri tout à fait efficace. Et ça permet de mettre en valeur un certain nombre de bonnes peintures de l'école française, notamment d'admirables portraits du XVIIIe siècle, qui sont mis en vedette, si j'ose dire, grâce à des expositions temporaires. Pour le tout Paris, ça, c'est une véritable révolution. Du jour au lendemain, un peintre comme Nattier, par exemple, voit sa cote grimper en flèche. Et Pierre de Nolak jubile. À partir de ce moment, écrit-il, le nouveau musée était lancé, nous prîmes l'habitude d'offrir chaque année des présentations nouvelles et le public répondit avec un empressement croissant à cette entreprise dont le sens peu à peu se dévoilait. Deuxième étape, en 1894, 95 et 96, Nolak se met à démanteler tout le bastringue installé par Louis-Philippe dans l'ancienne demeure royale. Il restructure les salles, il rédige un guide de visite sérieux, il transforme le vieux musée poussiéreux en un monument, disons-le, vivant, attrayant, un lieu de vie que la République est désormais fière de présenter à ses visiteurs illustres. Et par exemple, le vendredi 8 octobre 1896, Nolak est chargé de faire les honneurs de Versailles au couple impérial russe. Il faut imaginer la foule très nombreuse sur les coups de 6 heures qui est là, qui s'est agglutinée le long de la chaussée pour voir passer le cortège en provenance de Sèvres, cortège qui amène le tsar Nicolas II, la tsarine Alexandra et le président Félix Faure jusqu'au château des Rois. N'en doutons plus, Versailles est de nouveau à la mode. Grâce à qui, je vous laisse deviner. Bientôt, dans le sillage de cette tête couronnée, toute la bonne société se met à redécouvrir Versailles. Dans la capitale, comme partout en province, le regain d'intérêt pour Versailles peut se constater, j'ai envie de dire, à l'œil nu. En effet, l'aspect des nouveaux immeubles évoque ouvertement le veau, mansart, le brun, tandis qu'on recrée un peu partout des jardins à la française, plus ou moins inspirés de le nôtre. Des hôtels, les boutiques luxueuses de Paris se parent d'ornements néo-Louis XIV ou néo-Louis XV, et certains milliardaires se mettent à copier ouvertement Versailles. Le meilleur exemple qu'on puisse en donner, c'est évidemment le palais rose de l'incontournable Bonny de Castelane. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck qui nous présente cet après-midi sur Europe 1 une émission sur Versailles en partenariat avec Le Point, un hors-série consacré au dernier secret de Versailles, est en kiosque d'ailleurs depuis le 7 juin.
Alors bien sûr, Pierre de Nolhac a fait des merveilles et bien sûr, il a fait connaître Versailles aux Français et d'une façon plus générale au monde entier. Il n'empêche qu'il ne peut pas faire de miracle et que, notamment, à l'épreuve de la Grande Guerre, le bâtiment, par manque de chauffage, par manque d'entretien et de moyens, les jardins aussi, tout ça se dégrade. Et à l'issue de la guerre, c'est encore Pierre de Nolhac qui va devoir recevoir les délégations venues signer, vous savez, le trop célèbre traité de Versailles. Après quoi, on le verra tirer sa révérence, si j'ose dire. Le 3 juillet 1919, écrira-t-il lui-même, la chapelle était pleine comme on ne l'avait jamais vue. Des tribunes aux basses nefs, aucune place ne restait vide et l'on se pressait sur les marches mêmes de l'autel, dépourvu maintenant de sa fonction sainte, mais demeuré centre pour les regards et pour les âmes, au-dessous des orgues vêtus d'or qui allaient chanter une fois de plus. Nolhac a eu l'idée d'un grand tédéum chanté dans le sanctuaire royal et auquel est venue concourir la plus brillante assistante. D'ailleurs, c'est sa voix qui, il faut imaginer une voix très belle époque, vibrant d'émotion, cette voix qui s'élève jusqu'aux voûtes pour unir dans une envolée extraordinaire le souvenir des gloires d'hier à la célébration des gloires du moment. Pour le vieux conservateur, je crois que ce jour-là, on peut parler d'une apothéose. Alors, est-ce qu'il y a une vie après Versailles ? Oui, bien sûr. Monsieur de Nolhac va devenir le directeur patelin du musée Jacques Marandré. Il entre à l'Académie française et après 32 années passées chez Louis XIV, dont 27 à la plus haute charge, le maître peut mesurer ce que lui doit le domaine, comme il mesure aussi, et c'est plus amer comme constat forcément, comme il mesure tout ce qu'il n'a pas eu les moyens d'y faire. L'essentiel dans son mandat, c'est qu'il aura su renouveler l'image d'une maison qu'il avait trouvée agonisante, disons-le, et à laquelle il aura rendu tout son éclat, tout son rayonnement natif. Ainsi, l'artisan de la redécouverte de Versailles, le premier à faire du château un objet d'histoire, avait été un savant, un archiviste, un humaniste, un homme du monde, un diplomate, un historien et un poète. Il tenait beaucoup à cette dernière qualification. C'est tout à la gloire de son temps. Anatole France avait raison. Fut-il un temps, demandait-il, où les savants étaient aussi aimables qu'aujourd'hui ? Je ne crois pas. C'est le successeur, si je puis dire, de Pierre de Nolhac que nous avons la chance de recevoir dans ce studio. Béatrix Saul est avec nous. Bonjour Béatrix, merci beaucoup d'être venue. Bonjour Franck. Vous présidez aux destinées de ce musée de Versailles, oui. Vous êtes la directrice générale de l'établissement public. Vous avez fait énormément depuis votre nomination. Il y a combien de temps maintenant ? 3 ans déjà ? Il y a 3 ans déjà, oui, voilà. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, et c'est la raison de cette émission spéciale et de ce numéro spécial du Point, c'est que vous êtes en train d'inaugurer, quand je dis vous êtes en train, c'est dans 2 jours, donc c'est imminent, on va ouvrir à Versailles des salles consacrées à l'histoire du château. Ça paraît une évidence. Évidemment, quand on visite un lieu comme celui-là, on se dit qu'il y a forcément des salles consacrées à l'histoire des lieux, où l'on nous raconte comment tout ça est né, quelle a été l'évolution des différents bâtiments. Eh bien non, c'est une nouveauté. Ça paraît incroyable, mais il a fallu attendre 2 siècles pour que des salles soient ouvertement consacrées à cette histoire, en tout cas où l'on prenne le visiteur par la main. Qu'est-ce qu'on va voir dans ces salles ? On va montrer aux gens ? On va justement dans ces salles expliquer, comme vous le disiez, l'histoire du château, c'est-à-dire comment il s'est créé, comment il s'est transformé et surtout pourquoi il est comme il est. Ça, c'est une constatation que nous avons faite depuis longtemps, c'est que le public de Versailles, qui est en très grande majorité un public étranger, ignore Versailles, ou plutôt a une image de Versailles qui est celle de la façade sur le parc. C'est ça. Alors, première incompréhension. C'est la façade de briques et de pierre. C'est la façade de briques et de pierre qui ne correspond pas du tout à l'idée qu'il peut se faire de Versailles. Et donc, presque, il se demande s'il est vraiment là où il faut. Bon. Donc, la première chose, c'est un repérage, se situer. Et se situer, donc, se dire, nous sommes bien au château de Versailles. Et ensuite, imaginer que le château de Versailles, ça ne se réduit pas à la Galerie des Glaces, que c'est une structure très complexe en ce qui concerne le château lui-même, et qu'au-delà de ça, il y a bien d'autres choses à voir, puisqu'il y a 3 châteaux. Le château lui-même, le Grand Trianon, le Petit Trianon, 2 jardins, le jardin de Versailles et les jardins de Trianon, un parc. Donc tout cet ensemble-là, le faire comprendre. Et de ce fait, se repérer
sur le plan grâce à des plans, des géographique. maquettes, des choses comme ça? Alors bien sûr, grâce à des maquettes, grâce à des présentations multimédia, mais grâce surtout aux collections, parce que nous avons voulu, comme ce sont des salles qui sont dans le château, que les collections soient bien présentes. Et donc nous avons fait un choix à travers toutes les présentations pour rassembler tout ce qui avait trait à l'histoire du château. Mais ça ne suffisait pas, il fallait l'introduire par des explications. Et là, le multimédia était un outil formidable. Et donc, nous avons fait une alternance de salles multimédia et de salles collection. Donc, ça fait un prologue pour comprendre pourquoi il y a un musée de l'histoire de France à côté d'une résidence royale, pourquoi Versailles est encore un palais national, toutes les vocations, toutes les collections. L'imbrication de tous ces Versailles en un. Finalement. Si vous voulez, la première visite, théoriquement, c'est la visite des salles des croisades. Alors je dis toujours, imaginez des touristes japonais qui découvrent Versailles et qui sont en pleine croisade à Jérusalem. Non, ça c'est pas possible, sans explication. Donc c'est pour ça que nous avons estimé qu'il était absolument nécessaire de transformer ces salles, 11 salles donc, qui vont être créées de toutes pièces et qui vont être intelligibles pour ceux qui arrivent pour la première fois à Versailles, mais qui seront aussi intéressantes pour les amateurs de Versailles, parce qu'on s'est attaché à sortir de nouvelles acquisitions, des esquisses préparatoires pour les grands plafonds ou des modèles qui sont des modèles pour les sculptures et qui sont de très bonne qualité. Donc c'est 11 salles qui sont à 2 vitesses de visite. Et qui vont faire la plus intelligente des introductions à une visite du château. Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous vous retrouvons Franck Ferrand en compagnie de Béatrix Saul, qui est conservateur général du patrimoine et directrice générale du musée des châteaux de Versailles et de Trianon. Promenade à Versailles cet après-midi sur Europe 1, promenade dans l'espace, mais évidemment aussi promenade dans le temps, grâce à l'ouverture de ces 11 salles au rez-de-chaussée de l'aile du nord du château de Versailles, 11 salles consacrées à l'histoire du château lui-même, que l'on voit naître depuis le tout petit château de cartes, comme disait Bassompierre, le château de Louis XIII, jusqu'aux développements les plus récents du musée, évidemment. Nous sommes également en compagnie de François-Guillaume Laurin, qui a dirigé le numéro spécial que Le Point consacre à Versailles à cette occasion. Ça n'est pas le premier numéro du Point sur Versailles, du reste, c'est un de vos sujets de prédilection. Non, mais on a voulu accompagner l'ouverture des 11 salles, et donc voilà, on a décidé, on a fait 108 pages cette fois-ci, on a essayé de se donner tous les moyens. Auxquels j'ai modestement contribué. Exactement. Je dois non, dire. non, pas si modestement. Alors Béatrix, il faut que vous nous disiez comment commence cette visite. Vous nous montrez ce qu'était Versailles avant Versailles, vous nous montrez ce qu'était le terrain avant qu'on y installe un château royal. Et nous montrons effectivement le Versailles avant Versailles, nous montrons le premier petit château de Louis XIII de 1624 qui se transforme en 1630, puis en 1662. Au départ, c'est un petit pavillon de chasse, et puis ça devient quand même une jolie petite résidence. Ça, je dirais, c'est justement les techniques multimédia qui permettent de façon synthétique et très rapide de faire comprendre que Versailles ne s'est pas fait en un jour, que ça a été un processus organique où il y a eu des ajouts, un développement qui s'est fait tout à fait progressivement. Et ça, c'est l'idée principale que l'on veut donner, la première idée, parce que effectivement, sinon, on ne peut rien comprendre. Une deuxième idée, c'est tout de même un repérage chronologique, parce qu'on dit souvent en boutade que certains des visiteurs lointains, certes, peuvent penser que c'est Louis XIV qui a épousé Marie-Antoinette et qui a eu un enfant, Napoléon. Alors, c'est pour se dire, bon, il faut que... Et une belle fille, Madame de Gaulle. Voilà, ah oui, et donc il faut qu'à travers la progression de cette salle, on sente le temps qui passe, et oui, voilà. Et donc de repères géographiques, mais aussi repères chronologiques, connaissance des personnages, voilà. Ce que j'aimerais que nous fassions, si vous voulez, c'est donner un certain nombre de petites clés. On ne pourra pas raconter, et encore moins à la radio, puisque nous ne bénéficions précisément pas des moyens visuels auxquels vous faites référence. Mais j'aimerais que nous donnions quelques clés pour comprendre les grands points d'inflexion, les grandes transformations du château. D'abord, la grande décision, elle naît au moment où Louis XIV, qui vient de se marier, perd son parrain et en même temps grand maître du royaume, Mazarin, qui était son premier ministre et qui en fait gouvernait à sa place. C'est le début du règne personnel de Louis XIV, on est en 1661, et il s'entiche de ce qui au départ n'est qu'une demeure de plaisance. Ça n'est pas du tout une résidence royale, c'est un simple lieu de détente, de distraction et bientôt de fête. Et ça va rester pendant un grand temps une résidence de plaisir.
un petit château transformé complètement à la mode dans son décor intérieur. Génialement par Louis Levaux, on ne dira jamais assez le génie de cet homme dont on célèbre cette année le 400e anniversaire de la naissance. Voilà, et là, Louis XIV, avec une cour extrêmement jeune, 16, 18 ans, 20 ans, vient un peu loin des vieilles barbes de la cour qui sont à Saint-Germain. Le Louvre a été abandonné après la mort d'Anne d'Autriche en 1666, et donc la cour est surtout à Saint-Germain, et on s'évade de Saint-Germain en venant dans le petit château de Versailles. Alors c'est là le moment des fêtes, des plaisirs dans les enchantés, des grandes fêtes, des fêtes que le roi donne en été pour remercier une cour. Il vaut mieux que ce soit en été parce qu'il n'y a pas de quoi loger les gens, évidemment. Oui, et le séjour de fête. Ensuite, le roi aime de plus en plus, vraiment s'entiche de cette maison et veut en faire une grande maison. Et c'est là qu'il y a ce rôle essentiel de Levaux et de Lebrun sans doute, et de le nôtre, hein, c'est la triade de Vaux finalement. Mais c'est Levaux qui est au cœur de tout ça. Il va réussir à convaincre Louis XIV, il faut qu'il soit un bon courtisan quand même, de totalement modifier son projet et d'une petite maison de plaisir faire un vrai grand château. Et pour ça, il lui suggère de l'envelopper, c'est ce qu'on va appeler l'enveloppe neuve. C'est la révolution totale et c'est le début du Versailles que nous connaissons. C'est le Versailles des grands appartements, sans galerie des glaces. Elle n'est pas là. À la place, il y a une terrasse. Grande terrasse, oui. Une grande terrasse, parce que c'est encore une villa à l'italienne, hein, avec une terrasse privée au premier étage, comme on peut voir dans les villas aux alentours de Rome. Sans toiture apparente du côté des jardins. Oui, simplement, le climat n'est pas le même. Et donc, il y a des infiltrations. Et donc, ça n'est pas facile de passer de chez le roi, chez la reine, en passant par cette terrasse découverte. Et il va y avoir, pour des raisons assez pratiques finalement, la création de ce qui est le chef-d'œuvre de Versailles, la Galerie des Glaces. Alors pardon d'aller très très vite, mais la Galerie des Glaces c'est 1678, 1681, 82. On est à ce moment-là dans le basculement du règne de Louis XIV. Alors, les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien ce sujet, puisque j'ai eu l'occasion souvent de l'aborder ici. Il y a deux règnes de Louis XIV en vérité. Il y a le jeune roi d'avant les années 1680 et le vieux roi, grand roi devrais-je dire, d'après les années 1680. C'est l'installation d'un pouvoir absolu avec le retour en force de la religion, un grand sérieux, une centralisation, la maîtrise totale surtout. À partir de là, Louis XIV a besoin d'un symbole de ce pouvoir centralisé et ce symbole devient Versailles. C'est pour ça qu'il fait venir et la cour et le gouvernement. Oui, alors ça va mettre 10 ans. Hein. On peut dire que c'est dans les années 1690 que tout le grand cérémonial de Versailles, c'est-à-dire la mécanique, est mise en place. Alors ces années, entre le moment où le roi prend la décision de s'installer à Versailles et puis ces années 89, disparition du grand mobilier d'argent pour cause de guerre de la Ligue d'Augsbourg, c'est l'apogée. C'est pour le château de Versailles le moment où il est multiplié par 5 dans sa superficie, parce qu'il faut que tous les services soient là, donc il faut les abriter. C'est la construction des écuries, qui sont des chefs-d'œuvre d'architecture, le grand commun, les ailes des ministres, c'est la création du grand Trianon de marbre. Alors là, tout ça, c'est notre Versailles actuel, hein, déjà. Oui, tout ça, c'est le Versailles actuel, et puis, mais alors là, c'est un dynamisme absolument extraordinaire. C'est vraiment le moment où le grand Versailles se crée, c'est-à-dire c'est la troisième étape. Et puis n'oublions pas, oui, vous parlez des Trianons, de tous ces jardins, bien entendu, qui prennent l'ampleur extraordinaire que nous leur connaissons, bien entendu. Le dernier grand chantier, pardon, je vais à la hussarde, mais le dernier grand chantier de Louis XIV à Versailles, c'est la 5e chapelle du château, qui est l'actuelle chapelle, grande chapelle, qui va dominer de sa masse l'ensemble de l'architecture, même vue des jardins. Effectivement, la chapelle avec cette particularité d'être décentrée et d'attirer l'attention quand on arrive, c'est vraiment vers elle que se portent tous les regards lorsqu'ils sont dissipés de la chambre du roi, qui est tout de même le point focal de l'ensemble. Alors la chapelle, effectivement, c'est en germe tout l'art du XVIIIe siècle. C'est un chef-d'œuvre. Vous évoquiez tout à l'heure le Te Deum donné par Nolhac. J'ai eu la chance d'écouter des Te Deum. Là, c'était Jean-Jacques Ayagon qui les avait fait donner pour le tricentenaire de la chapelle, puisque 1710-2010. Et on a eu le plaisir d'avoir un Te Deum. Et à la fin des Te Deum, on était en fin d'après-midi. Il y a eu le soleil qui, à travers la tribune royale, est arrivé et a tapé sur le retable de bronze doré, et on a eu un moment absolument incroyable, de ces moments qu'on a à Versailles.
La grâce versaillaise. La grâce versaillaise, absolument. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck qui retrace pour nous aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire du musée de Versailles pour la première fois de façon lumineuse. Un musée qui va enfin raconter aux visiteurs les différentes étapes de l'histoire du château et du domaine. Et nous sommes toujours en compagnie de Béatrix Saul qui est conservateur général du patrimoine et je le rappelle, directrice générale du musée des châteaux de Versailles et de Trianon. Le Point consacre donc un numéro spécial à Versailles à l'occasion de l'ouverture de ces salles. Nous n'avons, avec Béatrix Saul, parcouru, et encore, vous avez vu, nous avons survolé, que le règne de Louis XIV. Il faut imaginer que sous Louis XV, bien entendu, on modifie beaucoup le château, notamment dans ses décors intérieurs et dans tout ce qui se construit à l'intérieur des cours, des petites cours cachées qu'on ne voit pas lorsqu'on se promène autour du château et où s'installent des appartements privés, car c'est la naissance de l'intimité au XVIIIe siècle. Une intimité qui va peu à peu gagner sur les grands appartements princiers et royaux, notamment sous le règne de Louis XVI et sous l'influence d'une Marie-Antoinette qui va prendre les rênes sur la fin de l'Ancien Régime. Et puis, patatras, c'est la Révolution, les tentatives plus ou moins fructueuses de Napoléon, les grandes restaurations des règnes de Louis XVIII et de Charles X, dont on ne parle jamais, mais c'est un peu incroyable. Et puis, en 1837, l'inauguration de ce que Louis-Philippe a voulu faire à Versailles, c'est-à-dire transformer une demeure d'habitation, une grande résidence royale, en un musée, ce qu'il va appeler les galeries de l'histoire de France, consacrées, dédiées à toutes les gloires de la France, et dont le but était de réconcilier les Français autour d'un patrimoine historique commun, plus de bonapartistes, plus de légitimistes, plus de républicains, seulement des Français, pensait-il. C'était assez utopique. Et du reste, les galeries en question sont restées assez utopiques, aussi bien dans leur inspiration que dans leur forme. Je vais très vite, il y aurait beaucoup de choses à raconter. Vous avez dans ce numéro, François-Guillaume Laurin, résumé Versailles en 20 dates, et on peut vous savoir gré de n'avoir pas seulement évoqué le Versailles royal. C'est toute l'histoire de la maison jusqu'à nos jours qui vous a intéressé. Oui, c'était le premier temps en fait du hors-série, c'est-à-dire commencer à Henri IV quand il arrive pour chasser, mais aussi arriver aux heures un peu plus sombres où en fait la France aussi s'invite dans l'histoire de Versailles, que ce soit 1870-71 avec ce double épisode qui est très rapide entre les Allemands qui fêtent en fait la création de leur empire avec une date en plus symbolique. Ils ont déjà le sens du symbole avec le 18 janvier 1871 qui rappelle le 18 janvier 1700, la fondation de la Prusse. Et puis en 2-3 mois, l'arrivée des Versaillais, c'est-à-dire je m'arrête un instant sur cette cérémonie dont vous parlez. La plupart des Français ignorent aujourd'hui que l'Allemagne, l'empire allemand unifié, est né à Versailles, effectivement, dans des circonstances terribles, puisqu'on était en plein dans le siège de Paris et l'occupation d'une partie de la France par les Prussiens. Et ça a lieu effectivement au tout début de l'année 1871, avant que la victoire ne soit définitivement acquise à la Prusse et avant que Paris ne s'insurge et ne pousse les autorités légales françaises à venir s'installer à Versailles. C'est-à-dire qu'après le départ des Prussiens, pendant 8 années, de 71 à 79, il ne faut pas oublier que les assemblées, mais aussi tous les corps constitués, le président de la République, tout le monde était à Versailles. Avec les lois constitutionnelles de 1875, il arrive, création de la salle du Congrès. Mais c'est aussi l'enclenchement d'un engrenage qui en fait va rebondir sur 2 autres guerres, puisque les Français vont répondre avec Clémenceau qui va vouloir, et c'est vraiment la volonté de Clémenceau, que Versailles soit le lieu de la conférence de la paix, alors que les Américains, par exemple, voulaient Genève. Et puis, les Allemands, ça c'est ce que nous raconte un historien, par exemple, en 40, quand ils arrivent, il y a des soldats allemands qui se promènent dans la grille des glaces, ailleurs, qui demandent exactement, Reich, oui, bien sûr. qui demandent exactement où a été signé le traité de Versailles honteux, le diktat, et qui commencent à cracher et à taper du sol pour essayer d'oublier ce lieu de la faute un peu originelle. Voilà, c'est un 3 mouvements là comme ça les 3 guerres qui se déroulent à Versailles. C'est passionnant votre numéro parce qu'on se promène dans tout ça comme on se promène dans les galeries, dans les nouvelles salles de l'histoire du château. Oui, tout à l'heure nous n'avons même pas dépassé la salle 4. Hein. Oui. Bon, non, mais je dis justement toute cette histoire de Versailles à partir des années 1870, c'est passionnant. Déjà, vous l'aviez vous-même, Franck Ferrand, abordé de façon brillante, mais en plus
on travaille sur le sujet, plus on découvre des traits intéressants, comme vous le dites. Alors, il y a un aspect qui, moi, m'a toujours fasciné. Ce sont les projets non réalisés, notamment le fameux grand dessin, qui était le dessin de Gabriel sous le règne de Louis XV. L'idée était de remanier toutes les façades du côté de la ville pour enlever ce côté briquet-pierre et pour leur donner un aspect plus néoclassique. Projet grand dessin qui a été repris par Louis XVI d'ailleurs, mais tout ça n'a pas abouti. Dès le règne de Louis XIV, on a l'idée de reconstruire le château du côté de la ville. Il est certain qu'il y a une unité du côté du parc et qu'il y a un manque d'unité manifeste du côté de la ville. Bon. Parce qu'il faut aussi le charme des lieux. Ceci nous, on dit, adore ça fait le charme des lieux et on aime énormément être à l'intérieur de la cour royale ou dans la cour de marbre comme elle est aujourd'hui. Toutefois, ça n'était pas considéré comme une architecture digne d'une grande résidence royale. Et donc, il y a eu toujours, les premiers architectes avaient toujours dans leur carton des plans qu'ils essayaient de passer au roi. Gabriel, déjà sous Louis XV, essaie très tôt dans le règne de Louis XV de repasser des plans. Et puis le roi refuse toujours parce que, l'inconfort des travaux, les finances, etc. À un moment, tout de même, Louis XV de guerre lasse cède. Et c'est ce qui fait qu'il y a encore moins d'unité sur cette façade, puisqu'il y a un début de reconstruction du château selon un style néoclassique, qui est l'aile Gabriel. Ceci dit, sur le plan pédagogique, ça nous permet de mettre bien en évidence la différence entre l'art classique et l'art baroque, parce que l'aile Gabriel est exactement la correction, selon les règles de l'Antiquité et de l'architecture classique, de l'architecture de Levau corrigée. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il a repris les mêmes échelles. C'est subtil comme histoire. Voilà. Et donc, ça permet de vraiment affirmer que l'architecture sur le parc de Versailles est une architecture baroque. Voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit. Parce que souvent on dit classique, non. Vraiment, mais oui, bien sûr, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les jardins. On a interviewé par exemple Gérard Sabatier, qui est spécialiste des jardins et qui aussi essaye d'exhumer aussi toute cette trace baroque qui a disparu dans les jardins, dans les bosquets, dans les fontaines. Donc il y a. Mais ça, c'est ce qui est fascinant avec l'histoire du château, c'est que je crois que c'est la Palatine qui dit qu'il n'y a pas déjà même du temps de Louis XIV, il n'y a pas un endroit qui a été remanié 10 fois. Bon, elle exagère un peu à sa manière, mais ça continue. Un perpétuel chantier. Et Versailles a toujours été un perpétuel chantier, et nous sommes toujours en perpétuel chantier avec tous les travaux qui se font actuellement pour mieux accueillir le public, évidemment, pour tous les aménagements techniques de sécurité, de sûreté, les grandes restaurations, je dirais, les travaux, travaux. Le grand commun qui était devenu hôpital militaire et qui est rentré dans le giron, etc. Ah, qui est magnifique, le grand commun. Évidemment. On aura l'occasion de faire bien des émissions à Versailles encore, je l'espère. Je vous rappelle que dès demain, nous serons à Arras pour parler de l'exposition Rouler Carrosse, qui est en partenariat avec le château de Versailles. Nous nous déplaçons, nous serons avec toute la petite équipe en direct d'Arras. 4 salles multimédia, des maquettes, des documents extraordinaires, des œuvres originales aussi pour évoquer l'histoire du château de Versailles. Ce sont les 11 salles du rez-de-chaussée de cette aile du Nord qu'il faut aller voir à Versailles et qui constitueront désormais l'antichambre de la visite de tout le reste, bien entendu. Merci François-Guillaume Laurin d'être venu nous présenter ce point hors série. Ça s'appelle Les derniers secrets de Versailles. On peut trouver le numéro en kiosque depuis le 7 juin. Et puis, vous me disiez, Béatrix, juste un mot, il faut rendre hommage à Google qui vous a aidé. Oui. Et nous avons, justement, ayant besoin de multimédia, nous sommes tournés vers Google. Merci beaucoup.